Bonjour Mohamed Sifawi, vous êtes historien, journaliste, vous publiez Une seule voix à l'insoumission, vous êtes l'un des spécialistes de l'islam politique, de la radicalisation et du terrorisme. Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé de nouveaux centres de déradicalisation en France, un nouveau plan après un autre, mais cette fois, vous y croyez ? Non, pas du tout, parce que d'abord, le terme déradicalisation est un terme qui n'est pas du tout adapté à la réalité. J'aurais préféré qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on fasse une vraie politique de la ville, par exemple. Et qu'on fasse en même temps une vraie politique de prévention à la radicalisation. Parce que la radicalisation, en fait, c'est l'adhésion à un projet totalitaire extrémiste. C'est un cheminement, l'aboutissement d'un cheminement personnel. Donc il faut que la personne, entre guillemets, se déradicalise presque d'elle-même en faisant le chemin inverse. Il est très difficile d'aller prêcher une bonne parole uniquement face à quelqu'un qui est déjà obnubilé par une doctrine extrémiste. Alors là, il s'agit d'ouvrir notamment des centres qui accueilleraient non plus seulement des volontaires, mais des personnes mises en examen pour des faits liés à la radicalisation, mais qui ne sont pas incarcérées. Oui, enfin, je leur souhaite bonne chance. Moi, j'ai jamais voulu rentrer dans ces débats, dans ces logiques, je dirais, approximatives, ce petit bricolage. Je vais vous dire pourquoi. Le sujet du terrorisme islamiste est un sujet sérieux. Ça coûte la vie à des gens, ça blesse d'autres personnes, ça traumatise d'autres enfin. Et si vous voulez le prendre avec autant de légèreté, croire qu'en allant puiser ici et là des petites bricoles, des gens qui s'autoproclament plus ou moins sachants, etc., sans vraiment produire une véritable politique de fond qui intègre une lutte idéologique nécessaire contre les promoteurs de l'islam politique, je dirais, bon, c'est de la com, comme dans d'autres pays aussi, on a fait exactement la même chose, c'est de la com et on voit les résultats, très souvent. Donc, moi, je ne veux pas jeter la pierre. Alors, si ça part d'une bonne intention, je leur souhaite bon courage. Mais voilà, on fera le bilan au bout de quelques temps. Mais Mohamed Sifawi, il y a tous ceux qui, face aux défaites de Daesh en Syrie, aujourd'hui, on voit évidemment que l'armée syrienne reprend le dessus. Combien de Français partis faire le djihad vont revenir sur le sol français et constitue-t-il cette menace ? Qu'il y ait 200, 300, 400, voire 500 qui reviennent, c'est un vrai sujet qu'il faut traiter. C'est un sujet de sécurité nationale. Mais moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas non plus magistrat. Les lois existent, les lois antiterroristes existent et le dispositif, l'arsenal existe. Donc l'État peut très bien se prémunir avec ce qui existe. Les services de renseignement font généralement très bien leur travail, si tant est qu'on leur donne les moyens. La question qu'il faut poser aujourd'hui est une question politique de fond. Quel projet de société voulons-nous défendre afin que notre jeunesse soit mise à l'abri des tentations obscurantistes et extrémistes ? C'est ça le vrai défi. Quand vous avez en France ou ailleurs, en Belgique, ou dans d'autres pays européens, de véritables ghettos ethno-religieux qui sont livrés littéralement aux recruteurs islamistes, où la puissance publique s'est totalement retirée, où il y a un lien social qui est rompu, où vous avez parfois des enfants qui sont déscolarisés et qui sont mis dans des écoles prétendument religieuses et qui sont en fait des écoles qui sont gérées par les frères musulmans ou par d'autres groupuscules salafistes, comment voulez-vous après construire des centres de déradicalisation et dire qu'on veuille vous prendre au sérieux? C'est pas sérieux parce que tout simplement la politique de fond, celle qui donnera des résultats dans 10 ans, pas celle qui donnera des résultats au bout, ou qui ne nous donnera même pas de résultats au bout d'un mandat. Mais vraiment, la politique de fond, c'est comment mener une politique de la ville afin de réaliser plus de mixité, de métissage social, ethnique et religieux, afin justement de ne pas faciliter la tâche aux recruteurs et aux endoctrineurs et leur permettre finalement d'avoir sur un plateau une communauté donnée qu'on va travailler au corps, au quotidien, et chez qui on va transmettre, je dirais, à dose homéopathique ou pas, d'ailleurs, cet islam rigoriste, intégriste, qui peut parfois, sur certains aspects, être violent. Oui, mais Mohamed Sifawi, je parlais du livre que vous publiez chez Plomb, « Une seule voix, l'insoumission », c'est le titre. Et d'ailleurs, on peut dire aussi que vous dites dans ce livre que la France aujourd'hui, et je vous cite, est soumise à la haine. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire que nous sommes malheureusement presque contraints parfois, et on l'a vu lors des dernières élections, d'être, je dirais, des gens comme nous, qui sont porteurs d'un message républicain, qui sont porteurs d'un message qui croient dans la démocratie, dans le corpus démocratique,
quasiment piégé dans un débat qui s'installe, un antagonisme entre un extrémisme religieux et un extrémisme politique qui est incarné très souvent par soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite, et qui s'exprime de différentes manières. Donc il y a eu des haines et des violences qui se manifestent de plus en plus dans nos sociétés, qui sont le résultat justement de la création de ces antagonismes, où les gens se sentent presque obligés de viriliser leur discours pour exister. Donc moi je dis qu'il faut au contraire mettre en place des dispositifs à même de réenchanter la République, des principes comme la laïcité, le féminisme, le vivre ensemble, l'antiracisme, la démocratie en définitive, tout ce corpus-là. Vous dites dans ce livre, vous dites finalement, par exemple, laïcs, vous dites on les traite de laïcats, vous dénoncez ce que vous appelez les islamo-gauchistes, vous dénoncez un certain nombre d'intellectuels que vous qualifiez d'idiots utiles de l'islamisme. Oui, c'est pas nouveau. Nous savons que l'islamisme a pu prospérer en France et dans plusieurs pays européens grâce à des agents toxiques qui ont fait ou mené des politiques ou mené des, je dirais, logiques, d'avoir développé des discours qui ont facilité la tâche à ces islamistes. C'est-à-dire, vous parlez de qui plus précisément ? Je ne vais pas citer de quoi, de nom. de quel discours ? Je pense, par exemple, pour être très précis, puisque je vous parlais des ghettos ethno-religieux, je parle de certains maires qui ont mené une politique clientéliste et qui ont fait en sorte à faciliter la tâche à certaines associations islamistes. Et on a vu le résultat, que ce soit en Seine-Saint-Denis ou que ce soit en Belgique à Molenbeek. Qu'est-ce que ça a donné, ce type je dirais, de politique ? Je parle de certains intellectuels qui ont préféré la lâcheté et la démission des clercs à une mobilisation contre un totalitarisme. Oui. Alors, ces gens qui se réclament très souvent, c'est pour ça qu'on les appelle les islamo-gauchistes, des gens qui se réclament très souvent de la gauche, qui finalement trahissent les valeurs essentielles de la gauche que sont le féminisme, la laïcité, l'égalité, etc. Et qui vont, tout en fustigeant par exemple les intégristes catholiques, vont s'accommoder des intégristes musulmans. Et ça c'est pour moi une véritable anomalie. Parce que ce sont des gens, généralement, qui développent plus d'énergie à fustiger ou à critiquer ou à faire de moi un intellectuel ou un journaliste controversé. On vous attaque, vous le dites vous-même d'ailleurs, on vous qualifie toujours de journaliste controversé, vous êtes menacé de mort. C'est dit dans ce livre. Oui, mais c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire ces gens-là ont, je dirais, en plus de courage à fustiger des personnes comme moi, à aller se mobiliser contre des islamistes. C'est-à-dire contre les vrais barbus. Vous voyez, moi, je suis une barbe à la mode, de circonstance. Non, vous vous accusez de tout. On vous accusait d'être un espion quand vous étiez en Algérie. J'ai eu droit quasiment, y compris d'ailleurs à l'accusation d'être un meurtrier. Les gens qui ont l'habitude de surfer sur Internet le savent. Donc, on a tout fait, en vérité, ces accusations visaient une seule chose et continuent de viser une seule chose, c'est d'essayer de délégitimer la modeste parole qui est la mienne. Et ce qui m'a caractérisé, les gens qui me lisent et qui m'écoutent depuis des années, c'est-à-dire finalement c'est pour ça que je dis les chiens à bois et la caravane passe, c'est la constance. C'est-à-dire que depuis le temps que vous m'invitez gentiment à m'exprimer devant vous dans cette émission, vous avez vu, je n'ai jamais bougé d'un iota mon discours. Il a toujours été le même, la défense des principes universels. Dénoncer le chantage à l'islamophobie, ça vous le faites encore maintenant ? Ah bah oui, bien sûr. Évidemment. Mais parce que l'islamophobie, ou ce concept entre guillemets d'islamophobie... Mais elle existe, l'islamophobie. Attendez, je suis très engagé sur les questions antiracistes, les mots ont un sens. L'islamophobie, en tout cas le concept d'islamophobie, est une escroquerie intellectuelle qui vise à atrophier le débat. C'est-à-dire dès que, par exemple, vous dites que l'islam aujourd'hui est phagocyté par deux pensées intégristes, islamophobie, non. C'est une réalité à la fois historique, c'est qu'on peut... Moi, je mets au défi qui veut. Si vous avez un intellectuel musulman qui se dit capable de démontrer que ce qu'on dit à propos de la nocivité de la pensée des frères musulmans, à propos de la nocivité de la pensée salafiste, à propos de la nocivité du wahhabisme et de régimes comme le Qatar ou l'Arabie saoudite, ramenez-le-moi. On voit ce que ces gens font. C'est-à-dire, je ne veux pas faire de l'ironie. C'est pas quand même le Japon où il n'y a pas quasiment de musulmans qui y vivent, qui a des problèmes avec l'islam politique. C'est là où l'islam politique existe, y compris dans le monde musulman, qu'il y a des problèmes avec l'islam. En l'occurrence, là où vous avez les frères musulmans, ou là où vous avez le wahhabisme, où vous avez des problèmes. Et vous avez tout type de problèmes. Vous avez d'abord la régression de la pensée, c'est-à-dire l'incapacité à créer culturellement, artistiquement. Alors, est-ce que le dire, c'est de l'islamophobie ? Ce n'est pas de l'islamophobie. Dire par exemple, comme vous le faites, le salafisme s'est imposé comme le référentiel islamique. Est-ce que ça n'est pas exagéré ? Qu'est-ce qui est exagéré ? Dire que la pensée islamique n'est plus que salafiste. Évidemment, la pensée salafiste. Je veux dire, quand vous allez dans une librairie dite musulmane, qui sont pour la plupart des librairies islamistes, qu'est-ce que diffusent ces gens-là ?
Ils diffusent soit des livres publiés par les Saoudiens, et on connaît la pensée des Saoudiens, soit des livres publiés par une pensée des Qataris, soit des livres gérés par la pensée des frères musulmans. Je vous dis, et je l'assume... Mais il y a un islam modéré en France, Mohamed Sifawi. L'islam, ce que vous appelez, vous, islam modéré, est un islam institutionnalisé qui est soumis à des régimes autoritaires ou dictatoriaux. Alors oui, la mosquée de Paris, dans votre codification, est une mosquée qui est modérée, entre guillemets. Mais modérée, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une mosquée qui est libre, où la libre pensée peut s'exprimer, où la critique peut se faire? Je vous rappelle que la mosquée de Paris a été l'un des fers de lance du procès qui a été intenté à Charlie Hebdo au moment de l'affaire des caricatures. Alors que, franchement, venir se dire modéré, tout en intentant un procès, un journal satirique qui se moque de toutes les religions, et qui rappelle juste une chose fondamentale dans notre société, c'est que les religions, les idéologies, les philosophies sont soumises à la critique et à la dérision. Ce sont les individus qu'on doit respecter. Quand vous avez dit, sur le thème de provocation, dans l'émission C'est dans l'air, la langue arabe véhicule l'obscurantisme. Oui, trouvez-moi des textes. C'était simplement une provocation? Mais il faut provoquer. C'était une provocation. Mais il faut provoquer il faut provoquer le débat, la discussion, la polémique, s'il le faut, en mettant en lumière des choses qui factuellement sont vraies. Moi, je ne provoque pas en inventant des choses qui sont fausses. Aujourd'hui, autant la langue arabe, des gens comme Naguib Mahfouz, des gens comme tous ces auteurs égyptiens qui, dans les années 20, 30, 40, ont produit des choses intéressantes. Aujourd'hui, cette langue arabe ne produit plus rien, sinon des textes nationalistes haineux, xénophobes, le plus souvent antisémites, et des textes islamistes, idem, haineux, homophobes, antisémites, et je dirais qui incitent plutôt au repli sur soi qu'à l'ouverture sur le monde. Il faut bien lire ce qui est en train de se diffuser. Il y a ces deux pensées, c'est-à-dire soit une pensée nationaliste qui est en fait l'équivalent de ce qu'en Europe on appelle les extrêmes droites xénophobes et totalitaires, soit des logiques, je dirais, à tout le moins, ultra-religieuse. Alors, pourquoi on permettrait à un intellectuel européen de fustiger, par exemple, l'extrême droite européenne, de fustiger les intégrismes catholiques, ou en tout cas qui s'exprimeraient au nom d'une chrétienté, et qu'on dénierait, en définitive, ou on serait choqué de voir quelqu'un qui viendrait de la culture musulmane fustiger en tant que démocrate? C'est ça, c'est ce livre. C'est pour rappeler d'où je m'exprime. Je suis quelqu'un qui est fondamentalement attaché à la République, à la laïcité, à la démocratie. Et c'est de là que je parle, c'est de là que je fustige un certain nombre d'anomalies qui existent dans le monde musulman, dans ce qui est appelé communément le monde musulman et le monde arabe. Merci. Merci Mohamed Sifawi. Ça s'appelle Une seule voix, l'insoumission, pour prolonger donc le débat, publié chez Plomb. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.